En 2007, Aston Martin, réputé pour son style typiquement anglais, discret et élégant, et pour avoir les faveurs de James Bond, se met à travailler sur son véhicule le plus onéreux. Près d'1,5 million d'euros pièce. Créer cette voiture unique s'annonce comme une des décisions les plus audacieuses du constructeur. Produire l'Aston Martin la plus irrésistible. Notre équipe a été la seule à pouvoir observer pendant plus de 3 ans la façon dont le constructeur a repoussé les limites de son savoir-faire pour concevoir une des voitures de sport que seuls quelques heureux élus pourraient s'offrir. Nous allons vous révéler comment la 177 a vu le jour, en remontant aux premières idées qui ont présidé à sa création. On n'emmène jamais d'équipe télé ici. Venez voir. Nous verrons quel savoir mathématique séculaire a été utilisé. On peut définir les proportions d'un objet pour que les gens le trouvent naturellement attirant. Nous suivrons le processus de création dans toute sa minutie, de la sculpture de la maquette au travail du métal. En passant par la fabrication d'un moteur qui devra être le plus puissant de son genre. Comme si tout ça ne suffisait pas, sitôt la production lancée, la situation économique se dégrade. Plus de 2000 licenciements, 6000 postes supprimés. La bourse de Londres plonge, entraînant l'économie britannique. On s'est demandé si le système capitaliste ne venait pas de disparaître. La décision de fabriquer la voiture de série la plus chère du monde a été prise juste avant que le Royaume-Uni s'enfonce dans une des pires crises économiques de l'histoire. Ce pari peut-il être gagné ? C'est dans le Warwickshire, en pleine campagne anglaise, que se dresse le siège ultramoderne d'Aston Martin, où on fabrique des voitures de sport aux noms aussi évocateurs que Vantage, Virage et toute la gamme des DB. À la tête de l'Empire, l'énigmatique Ulrich Bates. Titulaire d'un doctorat en ingénierie, sait qu'il n'y a qu'une façon d'obtenir des résultats. Ma mission est un vrai plaisir, mais demande beaucoup de travail. Si on aime bosser dur, c'est un vrai plaisir. Le constructeur a eu 3 patrons emblématiques, mais Ulrich Bates aura connu l'âge d'or de la marque. Et c'est aussi une des pièces maîtresses d'Aston Martin Racing. Elle est très sportive, très agréable à piloter. C'est de la course automobile que vient le nom de la marque. C'est celui de son fondateur, Lionel Martin, et de sa première victoire en course, Aston Hill. Il n'y avait plus qu'à les accoler. Ulrich Bates a donné l'ordre de déménager dans le Warwickshire les usines que la marque occupait depuis 40 ans. Tout le monde s'est donc installé à Gaydon, dans un site de production hors du commun. Environ 2700 mètres carrés accueillent 1400 employés. Chaque voiture est produite sur commande et sa fabrication représente en moyenne 220 heures de travail. Mais Ulrich Bates ne comptait pas s'arrêter là. En 2007, ici même, il a demandé à son équipe d'imaginer une super sportive. Marek Reichmann s'en souvient bien. Ulrich m'a demandé de produire l'Aston Martin la plus irrésistible. Une voiture synonyme d'émotion pure, que tout le monde aurait envie de posséder. Forte du passé prestigieux de la marque, l'équipe n'a pas l'angoisse de la page blanche. Cette voiture représente 94 ans d'histoire. Elle représente toute la passion de tous ceux qui travaillent pour la marque et sur ce modèle. Le design est capital. Il doit être traditionnel et s'inspirer de près d'un siècle d'histoire, mais doit aussi par nature frapper les esprits. L'équipe de Marek sait donc qu'elle doit se surpasser.
Il faut repousser les limites. Jusqu'où peut-on aller avec cette voiture? Comment créer une identité visuelle qui ferait qu'on la reconnaîtrait comme étant une Aston Martin, mais qui marquerait une évolution esthétique? Très souvent, l'équipe passait des soirées à travailler sur des modèles réduits en écoutant de la musique, sans personne autour, avec les lumières éteintes dans la moitié du bâtiment. Les gens de l'équipe se nourrissaient mutuellement d'idées et on est arrivé au résultat voulu. Les performances sont tout aussi importantes. Pourtant, Ulrich Betz balaie de la main les contraintes imposées par des chiffres comme la vitesse maximale. Je me moque de savoir que la voiture passera de 0 à 100 km/h en 3 secondes et quelques, ou si elle aura une vitesse de pointe de 320 ou 330 km/h. Le plus important, c'est ce qu'il y a au-delà des chiffres. Seule restriction, mais elle est de taille, le nombre très limité d'exemplaires. 100, c'est juste un chiffre. 50, ça ne suffisait pas pour faire quelque chose de marquant. Donc il fallait faire quelque chose entre les deux. Et 77 sonnait bien. En fabriquant 77 unités, on pouvait faire plein de choses infaisables sur 3000 ou 5000 véhicules. Chaque propriétaire aurait donc le privilège d'acquérir un exemplaire parmi 77. D'où le nom de la voiture, 177, 177. Produire si peu d'unités imposait d'avoir des outils spéciaux. Malgré leur précision, même les procédures d'assemblage en vigueur pour la fabrication des autres sportifs de la marque ne suffisaient pas. La production exige un tel niveau de précision que le constructeur décide de bâtir une usine équipée de matériel et d'outils spéciaux pour que chaque étape de la fabrication puisse être optimisée. En clair, Ulrich Betz décide de construire une mini-méga-usine. Simplement baptisé Usine 177, cet endroit aux allures de laboratoire sera le creuset de la création. La fabrication est si complexe qu'Ulrich Betz fixe le prix de chaque voiture à 1,5 million d'euros. Quoi que l'on achète, 1,5 million d'euros, c'est une somme faramineuse. Mais pour une voiture, ça veut dire qu'on acquiert quelque chose qui s'apparente à une œuvre d'art. Et dans ce cas précis, on achète une pièce qui n'existe qu'en 77 exemplaires. C'est un tirage limité. La 177 est une œuvre d'art automobile. Et en 2007, le monde de l'art est dans sa période bling-bling. L'artiste britannique Damien Hirst réclame près de 60 millions d'euros pour le crâne d'un homme de 35 ans serti de diamants. Les marchés boursiers mondiaux sont à leur plus haut historique. C'était une période dorée. Tous ceux qui voulaient travailler pouvaient le faire. On pouvait construire ou acheter la plus haute tour du monde. Il y avait de l'argent et de l'optimisme partout. Tandis que des bâtiments battent des records de hauteur, Aston Martin se hisse au niveau supérieur en construisant un studio de design ultramoderne. C'est derrière des murs de 4 mètres de haut et d'1,50 m d'épaisseur qu'on conçoit tous les modèles de la marque. Face à la menace permanente d'espionnage industriel, l'atelier de stylisme automobile est extrêmement bien protégé. Notre équipe a été la première autorisée à pénétrer dans ce sein des saints, avec pour guide le directeur du design, Marek Reichmann. On est à l'entrée du studio de design, un endroit ultra secret où tous nos concept cars et nos voitures de série sont élaborés. Aucune équipe de télé n'y a jamais eu accès. Entrons. Pour travailler, il était très important d'avoir une bonne hauteur sous plafond et de la lumière naturelle. Les fenêtres font 6 mètres et il y a des lampes un peu bizarres qui permettent d'observer le jeu de la lumière et d'analyser précisément la surface des maquettes en argile sur lesquelles on travaille. Tout ceci est capital. La lumière naturelle permet aux designers d'observer les lignes de la carrosserie en 3 dimensions.
L'équipe de stylistes automobiles sait que les dimensions de la 177 seront déterminantes pour sa réussite. Aussi mise-t-elle tout sur une notion bien particulière. Tout designer, tout artiste sait qu'on peut mesurer la beauté. Certaines proportions présentent ce qu'on appelle le nombre d'or. Léonard de Vinci a très souvent expliqué qu'on peut définir les proportions d'un objet pour que les gens le trouvent naturellement attirant. Remontons au moins à l'an 500 avant Jésus-Christ. Ce qu'on appelle le nombre d'or est un rapport mathématique compliqué de 1 pour 1,618. Pour faire simple, disons qu'il s'agit d'un rapport d'un tout petit peu plus d'un tiers pour un tout petit peu moins de 2 tiers. Il serait naturellement beau et il aurait des résonances en chacun de nous. Il s'agit de définir les proportions exactes qui font que les gens vont se dire « ça j'aime bien », sans qu'ils sachent pourquoi. Tout designer a ça en tête. Dès le début, l'équipe de design recourt à cette formule. Quand on détermine l'empattement, on sait quelle hauteur la voiture doit faire, quelle longueur le porte-à-faux doit avoir. Le ratio entre le verre et la carrosserie, c'est 2 tiers pour 1 tiers. Pour chaque élément, on doit retrouver ce ratio. Le nombre d'or se retrouve sous de différentes formes. Comme la spirale d'or qu'on obtient en traçant une ligne arrondie, en passant du rectangle le plus grand au plus petit par les angles opposés. Toutes ces formes sont dites d'or car elles auraient des proportions divines. Un qualificatif judicieux car ces proportions divines se retrouvent dans quantité de choses, de la forme de la coquille de l'escargot à celle du corps humain, en passant par l'architecture des bâtiments antiques, comme le Parthénon ou la volute des galaxies. Cette notion fascine mathématiciens et artistes depuis des siècles. Guidés dans leur travail par le nombre d'or, les designers passent d'un dessin en 2 dimensions à la réalité en travaillant en tandem avec un modeleur. Il est très important de continuer à utiliser nos mains pour concevoir. Un modeleur très doué pouvait créer très rapidement les surfaces à partir de nos croquis. Le designer a une image 2D en tête. Et très souvent, il n'est pas capable de lui donner forme. Il faut passer par un sculpteur qui comprend ce qu'il faut changer pour modifier le rendu de la lumière sur une surface. C'est une méthode aussi simple qu'ingénieuse pour comparer des lignes. On utilisait les maquettes en argile pour optimiser nos idées. On en prenait une et on la coupait par le milieu pour explorer une idée sur une moitié et une autre sur l'autre. Et en comparant les deux, on pouvait dire « Je trouve que cette ligne correspond nettement plus à la 177 que celle-là. » Mais s'il y avait une courbe plus intéressante sur l'autre moitié, on la reprenait. On s'est servi de ces maquettes pour faire progresser notre travail. On fabrique plusieurs maquettes à 40% de la taille définitive jusqu'à ce qu'on estime utile d'en faire une à l'échelle 1. Et à ce moment-là, on découvre la voiture grandeur nature. C'est une sculpture unique en son genre. L'argile sculptée est recouverte d'un matériau appelé Dynoc. L'argile est un matériau assez terne, pas très réfléchissant. Donc on le recouvre de Dynoc pour donner l'impression que la sculpture est en métal. Ça aussi, ça nous aide à nous faire une idée des reflets lumineux, des surfaces. Tandis que l'identité visuelle s'affirme, le moteur est en cours de développement. Comme les designers, les ingénieurs suivent quelques principes fondamentaux. Chris Porritt, un des meilleurs pilotes maison et un des principaux ingénieurs de la 177, sait que les performances seront cruciales pour le succès commercial du bolide. Le moteur, le cœur de la voiture, doit être extrêmement puissant. Presque dès le départ, les ingénieurs optent pour un moteur atmosphérique. Depuis ses origines, Aston Martin utilise des moteurs atmosphériques. Ils fonctionnent à l'air pur et pas à l'air comprimé. Et il n'y a pas de turbine dans l'échappement pour augmenter les performances.
Le surplus de puissance que fournissent des machines comme le turbocompresseur n'est disponible qu'à certaines vitesses. A l'inverse, un moteur atmosphérique peut puiser dans sa puissance brute n'importe quand. L'objectif des ingénieurs est donc simple, fabriquer le moteur atmosphérique le plus puissant du monde. Chris Porritt s'inspire du plus puissant de la marque. Grosso modo, la conception reposait sur le V12 qui équipe la Vantage et la DBS. On a repris le bloc moteur, mais on l'a modifié fortement au fil des étapes. Et on a obtenu un moteur totalement nouveau pour la 177. Une caractéristique lui permet de réagir quelle que soit la vitesse. La puissance est le chiffre clé pour n'importe quel moteur. Mais c'est le couple qui assure les performances. Aston Martin a toujours produit des moteurs ayant un couple élevé. La courbe de celui d'un gros V12 est très large et très aplatie. Ça signifie que les performances sont accessibles à n'importe quelle vitesse. La voiture accélère très vite, qu'on roule à 50 ou à 320 km/h. Le couple est la mesure physique de la puissance instantanée fournie par un moteur. Le couple assure l'accélération, les chevaux, la vitesse de pointe. Et la 177 a l'avantage d'avoir les deux, un couple élevé et un maximum de chevaux. L'étape suivante, c'est la fabrication d'un moteur fournissant les performances désirées. Ensuite, on le pousse au plus haut régime possible sur une machine appelée banc dynamométrique. Comme l'explique Yann Minards, le directeur du développement produit. Le banc dynamométrique est important parce qu'il permet de pousser le moteur dans les tours sans qu'il soit installé dans une voiture. On a utilisé des bancs qui servent à tester les moteurs de Formule 1. On peut reproduire une vitesse de 355 km/h, un couple faible, un couple élevé. Le moteur de la 177 s'inspire nettement plus de la course automobile que de la technologie des routières. Comme le reste de la voiture, chaque moteur est fabriqué à la main, ce qui le rend presque unique. On prend un morceau d'aluminium et les machines-outils en éliminent une bonne partie pour lui donner sa forme. On voit l'usinage sur les pièces, l'endroit où la fraise est passée sur la billette de métal pour la façonner. Pendant la fabrication du moteur, l'équipe de design finalise la forme du véhicule. Conserver à la carrosserie sa forme et son élégance naturelle est capital. On a repoussé les limites en termes de conception du produit parce qu'on a réduit au maximum le nombre de raccords entre les panneaux. Quand on regarde la 177, on ne voit aucun interstice au niveau du pare-choc. Tout l'avant de la voiture semble être fait d'un seul et unique bloc. La ligne que je préfère, c'est celle qui part du haut du phare, qui court tout le long de la voiture et qui fait le tour par derrière pour revenir. Elle est à la fois simple et complexe. Pour moi, c'est une réussite, parce que c'est très difficile à faire. Une fois la carrosserie prête, et face à un public curieux et avide de renseignements, les designers font fabriquer une maquette en résine plastique grandeur nature. Mais le succès d'année d'une voiture valant 1,5 million d'euros répondra-t-il aux attentes? En septembre 2008, le constructeur se dit qu'il faut faire appel à un tailleur britannique. Où taille-t-on de beaux vêtements? À Savile Row, à Londres. Ça nous correspondait complètement. Donc on a fait faire un costume pour la voiture. Mais pendant l'essayage, les événements économiques laissent entendre que la bulle du bling-bling vient d'éclater. La chute de la banque Lehman Brothers ébranle le monde. Après la faillite de Lehman Brothers, l'incertitude s'accroît. En septembre 2008, quand Lehman Brothers a mis la clé sous la porte, on s'est demandé ce qui allait arriver à l'économie. On ne le savait pas et les politiques non plus. Le PDG d'Aston Martin maintient néanmoins la présentation de la 177 au Mondial de l'Automobile à Paris. Elle s'adressera aux clients potentiels. Mais les journalistes du monde entier seront là. Quelques mauvais esprits se demandent si lancer une super sportive dans un contexte économique aussi défavorable n'est pas trop risqué.
Elle allait coûter 5 fois plus que les voitures déjà chères de la marque. Une voiture d'1,5 million d'euros, c'était drôlement culotté. Mais les fans inconditionnels voient les choses différemment. Elle est réservée à quelques privilégiés qui ont évidemment de l'argent, mais qui veulent aussi posséder quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Elle indique qu'on fait partie d'un cercle très fermé, grâce à ses performances et à sa technologie de pointe. Ulrich Betz maintient le cap, convaincu que son bijou va séduire le public. Elle devait encourager les gens à ne pas voir seulement les choses du mauvais côté, et malgré les difficultés du moment, à ne pas être négatif. Optimiste et confiante en elle, la marque maintient sa présentation. Paris est une des capitales mondiales du style. Une journée presse lors d'un salon, c'est génial. Il y a beaucoup d'attentes à la veille d'un salon. On se demande quelle va être la vedette. La voiture allait être présentée à des clients potentiels qui souhaitaient investir avant même qu'elle existe. On voulait montrer qu'il allait s'agir de quelque chose de très particulier. Un modèle typique de la marque, mais surtout le meilleur qu'on pouvait produire à cette date. Le constructeur semblait sûr de son succès. Et il le prouve en agaçant les journalistes. La housse qui recouvrait la 177 nous a mis l'eau à la bouche. C'était un moyen de révéler quelques informations. Le mondial de l'auto a été intéressant parce que le constructeur a dévoilé la 177. Quand on est arrivé sur le stand, elle était là. Mais il y avait une housse qui recouvrait presque toute la voiture. Elle cachait les 3/4 de l'avant du véhicule. Le gros problème sur le stand, c'est que les gens essayaient de soulever le reste. Malgré la crise, tout le monde était ravi que la marque sorte une voiture pareille. Les gens étaient soufflés. On n'avait jamais fait un truc pareil et ils avaient hâte de voir le résultat. À Paris, on devinait cette forme étonnante. Je me souviens avoir demandé à Marek si c'était la version définitive. Et il m'a dit absolument. Et malgré la crise économique, la 177 fait mouche. On a eu des commandes. Des gens ont versé un acompte, et pas un petit. Pour la 177, il fallait débourser 240 000 euros, qu'on ne pouvait pas récupérer. Immédiatement, Ulrich et moi, on a compris que les gens y croyaient. Et c'était très important. Ces premières commandes s'accompagnent d'un bonus. Les tout premiers clients ont pu choisir leur numéro de châssis. Parmi les premiers choisis, 7, 77, 1 et 21. Après, les associations étaient plus personnelles. Certains clients ont choisi leur date de naissance. Selon les pays, les chiffres ont des significations différentes. 8 est très important en Chine, par exemple. Et finalement, on a réussi à satisfaire presque tout le monde et à donner à chacun le numéro demandé. Tandis que le carnet de commandes se garnit, la production commence dans la toute nouvelle micro-usine. Tout l'assemblage de la 177 se passe ici. C'est une version réduite de notre grande usine. La grande a une chaîne de montage mobile. Ici, on fabrique la voiture dans une station individuelle. Le véhicule ne bouge pas. D'entrée de jeu, la 177 se distingue des autres modèles de la marque. Si eux disposaient d'une structure monocoque en aluminium très léger, celle de la 177 est encore moins lourde. La fabrication commence avec une monocoque en fibre de carbone faite main, une technologie héritée de la Formule 1. La structure faite main a nécessité 6 semaines de fabrication. Cette technologie est le summum en matière de légèreté. Le tissage des fibres de carbone assure une robustesse et une légèreté hors du commun. Et on fixe sur ce squelette high-tech les panneaux de carrosserie. Pour bien comprendre ce qui fait que la 177 est unique, il suffit de comparer l'étape suivante de son assemblage à la fabrication des sportives très performantes de la marque que sont les Vantage, Virage et autres DB. Dans l'usine principale, compte tenu du nombre de véhicules à produire, on met l'accent sur la vitesse et la précision. Dans le hall d'assemblage des caisses en blanc,
les panneaux, une fois emboutis, reçoivent un adhésif spécial. Conçu pour l'aérospatiale, ce collage chimique est plus léger et plus résistant que les soudures traditionnelles. Pour maintenir la cadence de production, on fait appel à un des rares robots de l'usine surnommé l'homme au pistolet d'or. Il applique à toute vitesse la quantité de colle voulue. Une fois prêts, les panneaux sont installés sur une machine qui entoure la carcasse. Et les panneaux sont tous posés simultanément. Vous voyez que les côtés de la machine se referment, presque comme une plante carnivore. Puis le toit est posé. Les pièces sont solidarisées grâce à la pression et à la chaleur pour qu'on soit certain qu'elles soient bien posées. Cette méthode ingénieuse est d'une précision redoutable, mais n'a rien à voir avec la fabrication de la 177. Tenant à ce que ce modèle soit fait main au maximum, le constructeur s'inspire de son histoire. La 177 incarne ce qu'il y a de mieux dans le patrimoine de la maison. Elle cristallise le savoir-faire traditionnel et la technologie la plus moderne. Sur ce modèle, ce qui vient de la tradition, c'est la finition des panneaux d'aluminium qui est réalisée à la main. Les ouvriers font passer les feuilles d'aluminium dans une machine qui leur donne leur forme. Ensuite, ce sont eux qui soudent et qui polissent les panneaux pour créer une véritable sculpture, l'extérieur de la voiture. La partie arrière semble faite d'une seule pièce d'aluminium. Mais au départ, il y en a plusieurs qui sont moulés et façonnés à la main. Ensuite, il faut les assembler et les souder, toujours à la main. Le polissage permet de rendre les soudures invisibles. Chaque élément de la voiture est traité de cette façon. On a vraiment insisté sur le travail manuel. Les ouvriers arrivent à façonner une forme magnifique avec une feuille d'aluminium. Quand on la regarde, on se demande comment ils ont réussi à sculpter quelque chose de pareil avec du métal. Jadis, les carrosseries de toutes les Aston Martin étaient fabriquées ainsi. La fusion entre ce savoir-faire traditionnel et les matériaux ultramodernes issus de la Formule 1 résume la philosophie qui a présidé à la création de la 177. Mélanger les technologies d'aujourd'hui avec les bonnes vieilles méthodes de fabrication permet de donner un parfum vraiment très particulier à la voiture. C'est notre vision d'une super sportive. Depuis que la marque existe, ces périodes de gloire ont invariablement correspondu à celles où elle s'investissait dans la course. Et aujourd'hui, Ulrich Betz et Chris Porritt participent à de nombreuses épreuves, dont les 24 heures du Nürburgring. Le fait même que le patron court toujours au volant de ses voitures en dit long. Le constructeur remporta une de ses victoires les plus prestigieuses au Mans en 1959 et acquit cette année-là ses lettres de noblesse. C'est la récompense des efforts de David Brown et des hommes qui ont construit et piloté la voiture victorieuse. Et quand l'espion britannique James Bond eut besoin d'une voiture, il choisit logiquement une Aston Martin. D'ailleurs, le numéro de course du constructeur est 007, un clin d'œil en forme d'hommage à une relation qui dure depuis un demi-siècle. Aujourd'hui comme hier, les connaissances accumulées en course ont contribué au développement des voitures et affirmé leur identité. Les fentes d'aération latérale viennent des sports mécaniques parce que les voitures de course doivent avoir un refroidissement suffisant sous le capot. C'est pour ça qu'on installe des ouvertures sur les côtés des ailes avant. Elles permettent à l'air qui est entré par le radiateur de sortir. Cependant, les modèles de série n'ont jamais été à proprement parler des voitures de course, mais des GT, des voitures de grand tourisme, des sportives pour la route. Une voiture de course n'a qu'un objectif, gagner des compétitions. Les routières, elles, doivent être polyvalentes. Donc il y a des similitudes au niveau des performances, mais beaucoup de différences aussi. Les routières doivent être confortables, jolies et procurer du plaisir. La 177 doit exercer le même attrait.
En tant que dépositaire de l'entreprise, nous devons utiliser son patrimoine et l'orienter vers l'avenir. C'est l'expression même de ce que la marque représente depuis 94 ans. Ce savoir-faire répond à un haut niveau de précision. Chaque voiture est unique, car tous ces panneaux sont façonnés à la main. Mais pas un seul ne doit dépasser de plus d'1 millimètre de l'alignement prévu. À ce poste, on examine plus de 600 points de contrôle pour être sûr que même si c'est une pièce unique, chaque 177 reste dans les tolérances prévues. Au studio de design, l'intérieur commence à prendre forme. Généralement, on crée d'abord l'extérieur et c'est lui qui détermine l'intérieur. Mais c'est à l'intérieur qu'on vit. Il y a un dehors et un dedans, mais c'est un tout. On ne peut pas privilégier l'un par rapport à l'autre. Comme pour l'extérieur, tout commence avec de l'argile et il faut prendre en compte de nombreux paramètres. J'adore regarder des designers fabuleux créer des intérieurs. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Ils ont plein d'impératifs. L'ergonomie, le toucher, les sensations, les distances, la douceur du cuir, les odeurs, les informations à l'attention du conducteur. C'est un domaine du design très complexe. Il faut choisir la bonne esthétique combinant fluidité et puissance. Il y a une planche de bord allongée et élégante, ainsi qu'une console centrale prononcée mais à la ligne gracieuse et très allongée. Une fois l'esthétique choisie, on s'intéresse aux matières. Quand on ouvre la portière, ce qui est typique de la 177, c'est qu'on voit le seuil en fibre de carbone. Donc le tissage doit être parfait. Ça demande beaucoup de travail de s'assurer qu'il n'y a pas la moindre imperfection. Avant qu'une pièce, quelle que soit sa taille, ne soit livrée à l'usine, elle est examinée en détail. C'est un ordre qui vient de tout en haut. J'ai demandé personnellement que l'on veille à ce que le moindre détail soit impeccable d'un point de vue technique. Il doit y avoir au moins 120 pièces dans la structure en carbone. Elles sont usinées pour avoir une forme bien précise et évidées pour réduire leur poids. Elles sont incroyables, mais personne ne les verra jamais une fois la voiture assemblée. Sur tous les véhicules, il y a des parties visibles et des parties invisibles, appelées respectivement surface A et B. Généralement, celles qui ne voient pas, les B, ont droit à une finition et à des matériaux de qualité moindre. Mais pas sur cette voiture. On a discuté de tous les aspects de la voiture. Il y a seulement 2 jours, on nous a demandé de modifier une partie de l'échappement. Et un collègue a dit « ça n'est pas grave, c'est sous la voiture ». Mais j'ai répondu « je croyais que toute l'équipe était d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de dessous de voiture, qu'il n'y avait que des surfaces A ». Et il m'a dit « tu as raison, il faut qu'on y réfléchisse ». L'équipe est très soudée et tout le monde s'encourage pour obtenir la meilleure solution possible pour chacun des éléments et des équipements de la voiture. Il y a toujours des frictions ou des tensions, mais si on travaille en groupe, on obtient le meilleur produit. Très unie, l'équipe traite donc chaque surface comme une surface A. Il n'y a que des surfaces A. Tout doit être joli, que ce soit sous le capot, derrière la planche de bord ou dans le coffre. Et c'est aussi ce qui fait la fierté des ingénieurs. La fierté des ingénieurs s'étend jusqu'à la feuille d'or du compartiment moteur qui participe à l'isolation thermique. Mais on ne la verra jamais, à moins de démonter la voiture. On peut voir ici sur l'arrière de la voiture, qui normalement est recouvert par le diffuseur, le système d'échappement et le matériau de l'écran thermique. Avec de la feuille d'or, ici et ici, on protège la structure en carbone. Dans l'atelier peinture, les ouvriers effectuent le travail à distance. L'atelier est étanche pour éviter l'entrée de poussière. On applique soigneusement 7 couches de peinture sur chaque véhicule. On mélange la robotique et le pistolage manuel. Chaque voiture reçoit une couche d'après, puis une première couche, avant d'être peinte dans le coloris choisi par l'acheteur. Enfin, on applique une laque qui est ensuite polie. C'est le coucher du soleil qui marque le début de la peinture pour la 177. Une opération entièrement faite à la main.
On préfère attendre qu'il y ait moins de monde à l'usine pour ajouter encore au côté œuvre d'art de la voiture. La couleur choisie par le client est mélangée et filtrée 3 fois avant d'être mise à décanter dans des pots. Pendant ce temps, on débarrasse la carrosserie de son électricité statique. Des particules chargées électriquement sont projetées sur la surface pour la rendre neutre. Grâce à cette méthode, la carrosserie va attirer les molécules de peinture à charge positive comme un aimant. Et les artistes attaquent leur chef-d'œuvre. La carrosserie patiente pendant le restant de la nuit à l'abri de la poussière. Le lendemain matin, elle retourne à l'usine où on finit de préparer son moteur. C'est une des dernières occasions de voir l'attention portée aux détails de la fabrication. Voici la zone d'assemblage du groupe motopropulseur, où on pose le moteur sur l'avant de la structure avant de le relier à la transmission. Remarquez l'attention portée aux détails sur l'usinage du couvercle. Les collecteurs d'admission et le couvre-culasse, tous en fibre de carbone, sont des composants importants et il fallait qu'ils soient légers et très solides. Les collecteurs d'échappement sont recouverts par un écran thermique une fois dans le véhicule, mais ils sont façonnés à la main. Ils sont en Inconel, un alliage très coûteux utilisé pour les échappements de Formule 1 notamment. Une fois la transmission assemblée et posée, on installe le moteur. C'est ici qu'on assemble la 177. Il y a 4 stations, un véhicule par station et il ne bouge pas pendant toute l'opération. 7 équipes de spécialistes se succèdent pour s'en occuper. Comme vous le voyez, cette voiture a son moteur, son groupe motopropulseur, sa suspension avant et même son intérieur. Depuis la présentation au Mondial de l'Auto, 6 mois se sont écoulés. Pour le développement d'une voiture, c'est relativement court. Le programme a été très rapide. On a fait tourner le premier moteur moins de 12 mois après avoir pensé à la voiture. Mais ça n'empêche pas la presse de s'impatienter. Dans ce métier, beaucoup de gens veulent couler des projets ambitieux. Une voiture à 1,5 million d'euros se doit d'être à la hauteur. Le design doit être super beau, la puissance phénoménale, la moindre couture parfaite. Le Mondial de l'Auto avait juste piqué la curiosité. Quand on avait présenté la voiture à Paris, on n'avait levé qu'un petit coin du voile. Beaucoup de gens étaient frustrés de ne pas avoir vu sous le capot. L'avant-goût avait peut-être été un peu trop léger. Certains voulaient du concret. La voiture sera donc dévoilée à Genève. Genève, c'est le salon le plus important du monde. Toute la presse automobile y est. Donc c'est l'endroit idéal pour présenter un nouveau modèle. Mais il y aura aussi quelques sceptiques. Ça ne fait pas peur, mais ça impressionne un peu. C'est un peu comme si on se déshabillait en public. Mais on se dit, on va le faire. Les constructeurs ont l'habitude de présenter des trucs bidons et sans lendemain. Et beaucoup se disaient que ça allait être le cas de la 177, surtout vu le marché. En effet, la crise se fait sentir jusque dans l'usine de la 177. C'était difficile du point de vue économique. Mais on était passionnés. On se disait que c'était ce qu'il fallait faire, qu'on pouvait réussir, qu'il fallait qu'on poursuive dans cette voie. C'est quand on hésite, quand on n'est pas convaincu que les failles commencent à apparaître. Et les problèmes des banques britanniques ont des répercussions désastreuses. Aucune entreprise, dans l'automobile ou ailleurs, n'avait vu venir les problèmes. Plus de 2000 licenciements, 6000 postes supprimés. Les constructeurs souffrent d'être très sensibles aux moindres variations de la demande. Imaginez que vous ayez soudainement des centaines de milliers de voitures en stock à l'usine et que vous ne puissiez pas les vendre. C'était dur pour les constructeurs de voitures de luxe. L'avenir s'assombrissant de plus en plus, la 177 semble appartenir à une époque révolue. Mais Aston Martin décide quand même de dévoiler son bolide.
Genève a marqué un tournant. Tout est devenu bien réel. À Genève, on a montré un châssis nu et un extérieur, mais séparément. Sur le châssis, il y avait le moteur, la transmission et la structure monocoque en fibre de carbone. Et à côté, la carrosserie. C'était la première fois que les gens voyaient tous les éléments. Les journalistes britanniques sont inhabituellement élogieux. Étonnante. Tout est véritablement beau. Une vraie réussite technique. En photo, la 177 est superbe. Dans la réalité, elle est carrément à couper le souffle. La réaction de la presse semble donner raison à la détermination d'Ulrich Betz. Mais les clients suivront-ils? 77 personnes devaient dire « Je veux cette voiture ». Et elles devaient le dire sans conduire la voiture, car les 177 étaient en phase de test. Une fois la construction terminée, la voiture arrive ici. Elle a une drôle d'allure. Elle est recouverte par du film. Comme chaque voiture est testée sur la route, on protège sa peinture. Toutes les voitures passent ces essais pour déceler d'éventuels défauts. Leur parallélisme est soigneusement vérifié et elles subissent une vraie mousson. Puis, chacune d'elles a droit à une dernière vérification, à un audit. C'est l'audit final. Il y en a 3 au total. On vérifie les plus infimes détails avant la livraison. Si tout est en ordre, la voiture reçoit 2 cachets de certification. D'abord, une plaque au nom de l'inspecteur est apposée sur le moteur. Je ne sais pas combien il y en a, mais beaucoup de voitures portent mon nom. Puis, on met la dernière touche, le sigle LA. Reste une ultime étape propre à la 177. On a une salle de présentation. Le client vient et il s'assoit. La voiture est à l'abri des regards, sous un éclairage très spécial, et la porte s'ouvre. Le voyage de l'acheteur s'achève avec la présentation de sa voiture. L'automobile, c'est un monde de dingue. Si on éveille suffisamment de désir vis-à-vis d'un produit, les gens l'achètent. À ce moment-là, les clients sentent la voiture, ils la voient, ils découvrent tous les détails. Ils constatent que chaque élément est un objet de design. La voiture est telle qu'on l'a voulu au départ. C'est la partie dont je suis le plus fier. Quand la première voiture a été prête à être expédiée, on est descendu ici et honnêtement, j'avais la gorge serrée. C'est la première fois qu'on faisait un produit de ce genre. Ça nous a appris des choses au niveau de l'ingénierie et de l'esthétique. Et on va s'en servir. La 177 nous ouvre sur l'avenir. Est-ce que cette voiture passera à la postérité? On le saura dans 10, 20, 50 ou 100 ans. Aujourd'hui, moi, je vois la beauté, la puissance, l'âme, le savoir-faire. Je vois une œuvre d'art. Presque tous les exemplaires ont été vendus. Et vu leur prix, c'est un exploit. Le constructeur a non seulement réussi son pari, mais il a fait une voiture qui répond aux spécifications annoncées. Dans l'année qui a suivi la mise sur le marché, plus de 60 exemplaires ont été livrés. Et quand le dernier sera vendu, l'usine de la 177 sera démantelée. À 70 km de là, à Aston Clinton, la 177 sillonne les routes où Lionel Martin a triomphé il y a près d'un siècle. Comme pour rappeler que le temps reste le seul juge.